Bonjour à tous, je suis Dominique Savary, je travaille au département de médecine d'urgence du centre hospitalier universitaire d'Angers et je vous retrouve en cette fin d'année pour un exercice habituel qui est la sélection des 6 articles qui, pour moi, ont marqué la médecine d'urgence cette année. Et donc, exercice toujours subjectif et qui m'ont fait choisir des travaux depuis la régulation jusqu'à la réanimation. Et donc, en premier article, je vous rappellerai cet article qui est sorti dans l'European Journal Emergency Medicine, d'Agnès Ricard-Ribon qui s'est intéressée à la régulation des parturientes. Et donc, en France, hein, dans les centres de régulation médicale, c'est le plus souvent le score de Malinas qui est utilisé, qui est un score qui n'a jamais été finalement validé sur le plan scientifique et qui, au final, présente une excellente valeur prédictive négative pour le risque d'accoucher dans l'heure, mais hélas une faible valeur prédictive positive, inférieure à 30. Et donc, l'idée des auteurs était d'utiliser le score SPIA, qui avait été proposé dans la même revue en 2009 par Berthier et collaborateurs. Et donc, sur un effectif de près de 7 800 patients, des patients donc avec à plus de 33 semaines d'aménorrhée, entre mars 2018 et octobre 2021, c'était de mesurer l'impact de ce score prédictif de l'imminence de l'accouchement dans les centres de régulation. Et donc, les résultats de ce travail, c'est que l'utilisation systématique de ce score a réduit de façon significative le nombre d'accouchements extra-hospitaliers, sans le déclenchement initial d'une équipe de SMUR. Et ça a joué aussi un rôle important dans la proportion des accouchements sans présence de l'équipe médicale de façon significative. Et donc, tout ça sans aucun impact sur la mortalité maternelle ou néonatale, ni sur la satisfaction des acteurs et des patients. Donc, étude intéressante sur cette régulation. Deuxième papier sorti dans le New England Journal cette fois-ci, une étude sur la bridging therapy, c'est l'étude de Q, qui s'est intéressée aux patients qui avaient un accident vasculaire cérébral ischémique aigu par occlusion des gros troncs. Et donc, ce bridging thérapie évaluait en fait l'efficacité et la sécurité d'administrer de la ténectéplase avant une thrombectomie versus uniquement une thrombectomie sur des patients qui avaient ces occlusions des gros troncs, et ça dans un délai de 4h30 après l'apparition des symptômes. Et donc cette étude, c'était un essai ouvert randomisé qui a été conduit donc en Chine, qui s'intéressait donc à ces occlusions des artères cérébrales moyennes, carotides internes ou éventuellement du thrombose asilaire. Et donc le critère de jugement principal de cette étude, c'était l'indépendance fonctionnelle des patients à 90 jours, validée sur un score de ranking, et en fait sur un effectif de 550 patients, a montré que l'ajout de la ténectéplase, c'est-à-dire une thrombolyse intraveineuse avant une thrombectomie, ça améliorait le taux d'indépendance fonctionnelle à 90 jours avec un bénéfice statistiquement significatif et un risque relatif de 1,2, donc très important, avec, même si ce n'était pas significatif, quand même une petite tendance à l'hémorragie symptomatique et aussi sans signification, une petite augmentation de la mortalité. Mais donc voilà, probablement associer ce que font déjà quelques centres, de nombreux centres en France, je dirais, une thrombolyse avant une thrombectomie. Troisième étude qui est sortie donc dans Annals Emergency Medicine, que j'ai choisie parce que c'est une pathologie fréquente dans les services d'urgence qui est le vertige. Et donc dans cette étude de Hawley,
Hem, En fait, on s'est intéressé aux patients qui avaient donc, un vertige sévère et donc l'idée était de, développer un score de risque clinique pour stratifier le risque, d'une cause, sérieuse de vertige, chez ces patients. Et donc, les patients ont été, évalués prospectivement, et donc, les caractéristiques cliniques des patients ont été, agrégées, et donc, au final, sur un effectif, de 2 600 patients, qui ont été, éligibles, dans cette étude, eh bien, il y avait, après régression logistique, 7 éléments qui étaient, le fait d'être un homme, d'avoir un âge supérieur à 65 ans, d'avoir une hypertension artérielle, d'avoir un diabète, d'avoir, un déficit moteur et sensoriel ou sensoriel, pardon, et des symptômes cérébelleux et puis, un diagnostic, de vertige paroxystique, positionnel bénin, qui permettait de classer les patients en risque, faible avec un score inférieur à 5. Et là, 0 de risque, dans l'étude et puis, entre 5 et 8 de score, 2,1 de risque, d'avoir, donc un vertige sévère et pour un score au-delà de 8, eh bien, 41 de patients qui avaient un diagnostic grave et donc, finalement un score intéressant puisque, une sensibilité pour les diagnostics graves, qui était, de 100 heu et la spécificité, de 72,1 pour les patients qui, avaient un score inférieur à 5. Donc finalement, une aide, au diagnostic, même si, on le sait dans les cas de vertige, très symptomatiques, bah, finalement l'examen clinique, il est parfois difficile, et l'identification des symptômes, cérébelleux par exemple, est parfois un peu biaisée. Malgré tout, c'est une aide pour, éviter ce qui est le cas aujourd'hui, hein, où, près de, quasiment 50 des patients ont une imagerie cérébrale lorsqu'ils se présentent à l'urgence pour un vertige. 3e essai qui est un essai français, qui est l'étude EVERDAC qui vient de sortir, dans le New England Journal of Medicine et qui s'est intéressé à la pose, du cathéter artériel, chez les patients qui, ont un choc septique, qui sont pris en charge en réanimation. Et donc l'idée était de savoir si, il fallait poser le cathéter artériel immédiatement à l'arrivée du patient ou si finalement on pouvait différer cette pose, voire ne pas la faire, lorsque les patients sont surveillés avec une tension artérielle par brassard. Et donc, l'idée était de regarder s'il y avait une influence sur le décès à 28 jours et des complications. Et donc, globalement, hein, l'étude elle a montré qu'il y a pas de différence, hein. Que, les hématomes et les saignements, bien sûr, sont moins importants lorsqu'on n'utilise pas la stratégie invasive, heu, même si, il est démontré que le brassard, a eu un potentiel d'inconfort chez les patients qui était parfois un petit peu plus élevé. Mais l'attitude systématique, en fait, de la pose du cathéter artériel à l'arrivée en réanimation pour ces patients très graves et ben, finalement est un petit peu, remis en cause dans cette étude. Voilà. En tous les cas, sur des termes durs, hein, que sont la survie à 28 jours, puis, complications qu'on a évoquées. Autre, étude, là qui, en fait une revue structurée de la littérature que j'ai choisie parce que, elle s'intéressait à un dogme en France qui est la pose du fameux collier cervical sur tout patient traumatisé. Et donc, l'idée de ce travail, et des auteurs était, d'évaluer la physiopathologie, potentielle des lésions neurologiques, heu, en lien avec la pose ou non de ce collier et puis, les avantages et les inconvénients de cette immobilisation, de la colonne, vertébrale et donc, ce gros travail, s'est intéressé à plus de 3 900 manuscrits avec au final, finalement, 115 pardon, manuscrits retenus et donc les auteurs de montrer que 55 études, ont montré plutôt des effets néfastes de la pose systématique du collier cervical
et que, finalement aucune étude n'a montré un réel bénéfice à l'immobilisation de la colonne vertébrale. Donc, probablement qu'il est un peu tôt pour dire: «Il ne faut plus mettre de collier cervical». En tous les cas, il faut probablement proposer d'autres choses pour, mettre en rectitude le patient. Mais, lorsque les secouristes nous amènent à l'urgence, des patients qui ont pas de collier, malgré un traumatisme, peut-être, éviter de sauter dessus parce que finalement, rien ne prouve qu'on a un intérêt à le faire de façon systématique, comme c'est écrit dans les recos, secouristes. Un papier enfin, sorti dans JAMA Pediatrics, récemment là, par, l'université de Columbia qui s'intéressait en fait au midazolam intranasal, proposé, pour la sédation, des enfants pour la réalisation d'une suture. Événement un peu fréquent, et dosage, intéressant à connaître. Et donc les auteurs ont fait un essai randomisé, sur 101 patients âgés entre 6 mois et 7 ans, et donc de manière aléatoire, ils ont proposé, des dosages entre 0,2 et 0,5 milligrammes kilo, de midazolam pour essayer de trouver en fait les doses pour lesquelles l'évaluation et le score, je dirais de sédation pédiatrique, était le plus adapté. Et donc, au final, c'est les doses de 0,4 et 0,5 sans qu'il y ait vraiment de différence, 0,4 et 0,5 milligrammes par kilo, du médicament qui, ont eu, heu, sont avérés en tous les cas pour la sédation de l'enfant, qui subissait une suture, les plus adaptés sans effet indésirable grave. Voilà, j'espère que ces 6 études vous auront intéressé. Je vous retrouve très vite sur Medscape pour, de nouvelles études en 2026. Je vous souhaite une belle fin d'année.